Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, j'espère que votre semaine se passe bien. Aujourd'hui on va parler d'un des sujets que je préfère quand on parle du crime. On va faire un petit peu une pause sur les tueurs en série et on va parler des meurtres non résolus. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec la technologie qu'on peut avoir, c'est de moins en moins fréquent quand même quand on n'arrive pas à savoir qui a tué qui. Mais quand c'est des affaires comme celle dont on va parler d'aujourd'hui, qui ont presque plus de 100 ans, c'est toujours assez impressionnant. Et aujourd'hui on va parler des meurtres de Hinterkaifeck qui se sont passés en 1922, ou comment une famille de 6 ont été sauvagement assassinés dans leur ferme par un meurtrier inconnu qui est resté avec les corps décapités pendant 3 jours à manger et à cuisiner comme s'il était chez lui en fait. Donc sans plus tarder, on est vendredi, c'est l'heure du crime, générique. My gun was under the seat. Alors ce sujet, c'est considéré comme le meurtre non résolu le plus horrible et le plus déroutant de l'histoire de l'Allemagne. Donc Hinterkaifeck, c'est à 70 km de Munich, c'est plus un lieu-dit qu'un village, un nom de village officiel. Et en fait en 1922, la famille Gruber a été assassinée de façon horrible, on va en reparler tout de suite après. Mais petite présentation de la famille pour commencer, donc il y a les grands-parents, Andrea et Cecilia, il y a leur fille qui est veuve, qui s'appelle Victoria, ainsi que ses 2 enfants, Cecilia Junior, on va dire, qui a 7 ans, et Joseph qui a 2 ans, ainsi que la bonne de la ferme, Maria. Bon alors, c'est pas mon cas, mais pour tous ceux qui aiment le paranormal, cette histoire a commencé pas au moment des meurtres, mais ça a commencé bien 6 mois avant, facile, quand il y a eu des choses étranges qui ont commencé à se produire dans la ferme. L'ancienne bonne a démissionné parce qu'elle entendait des bruits de pas dans le grenier, mais une fois que le grenier a été fouillé à de maintes reprises, il n'y avait rien. Andreas, le grand-père, a trouvé un journal de Munich dans lequel il n'était absolument pas abonné chez lui, et en fait il s'est dit c'est peut-être le facteur qu'il a laissé là par hasard, mais en fait personne dans le village était abonné au dit journal, donc c'était assez bizarre on va dire. Et les voisins de Andreas lui ont proposé à maintes reprises de lui donner un revolver pour se défendre ou pour défendre sa famille, mais il a toujours refusé. Alors quelques jours avant les meurtres, ils ont trouvé des traces de pas dans la neige fraîche allant de la forêt jusqu'à la ferme, et ils ont trouvé une serrure cassée dans la salle des machines de la ferme. Et honnêtement pour les Gruber à ce moment-là c'était pas très inquiétant, il y avait souvent des vagabonds etc. Mais ce qui était plus inquiétant, et ils peuvent s'inquiéter en effet, c'est que les traces ne partaient pas de nouveau vers la forêt, ils entraient juste dans la ferme et puis basta, après volatilisés. Et du coup, en ce jour fatidique du 31 mars 1922, la nouvelle bonne, Maria ainsi que sa sœur, arrivent dans la ferme des Gruber. Donc franchement pour Maria, c'est horrible, elle vient à peine d'arriver et elle va tout de suite se faire trucider, on va dire. Donc la sœur de Maria est certainement celle qui a vu la famille pour la dernière fois en vie. Et le soir, pour des raisons qu'on n'explique pas, Victoria, donc la fille, ainsi que ses parents et Cecilia Junior, sont attirés dans la ferme, dans l'écurie, et là ils vont être sauvagement assassinés un par un. L'arme du crime, c'est une pioche qui leur appartenait, et en fait, voilà, il va les tuer avec d'importantes blessures à la tête. Certains sont décapités à moitié, voire même totalement. Et après, avec le même outil, il va retourner à l'intérieur de la ferme et il va tuer la bonne Maria dans son lit et Joseph, qui avait 2 ans, dans son berceau. Pour la fille de Cecilia, on l'a retrouvée également dans l'écurie, mais on pense qu'elle est morte un petit peu après, ou du moins qu'elle a pu assister au meurtre, parce que on a retrouvé des touffes de cheveux, comme si elle s'arrachait les cheveux vraiment avec le stress, de peur, que sais-je, peut-être qu'elle était cachée derrière le foin, mais en tout cas elle est bel et bien morte dans le même endroit que sa mère et ses grands-parents. On ne sait pas ce qui les a tirés dehors. Au début, on se disait ça doit être des bruits d'animaux, c'est pour ça qu'ils sont venus. Mais en fait, les enquêtes ont montré que même la voix humaine ne portait pas suffisamment de l'écurie jusqu'à chez eux. Donc c'est très très étrange. C'est un des grands points qu'on n'arrive pas à éclaircir sur cette enquête. Et également, la chose qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce que les grands-parents, Victoria et Cecilia, sont partis tous ensemble dans la ferme. Ça paraît assez étrange quand même.
Et au début, on va pas s'étonner de pas voir la famille tout de suite, parce que bon voilà, c'est le week-end, et il y a surtout de la fumée qui continue à échapper de la cheminée de la maison. Et en fait, vraiment le toupet à un point inimaginable. Le meurtrier, il est resté avec les corps du coup sans tête pendant 3 jours dans la ferme. Il a cuisiné, il s'est fait à manger, il s'est occupé également du bétail. Il l'a fait vraiment comme si c'était chez lui, à côté des cadavres. 4 jours après, bon, le facteur quand même trouve ça un petit peu bizarre parce que quand il pose le courrier, celui de samedi, il n'est toujours pas enlevé. Et en fait, il y avait un homme qui était venu réparer l'une des machines de la ferme. Et au début, il s'est pas trop inquiété qu'il y avait personne. Il s'est dit bon, c'est pas grave, je suis habitué de la famille. Il est parti faire son taf pendant facile 4-5 heures en fait. Si ça se trouve, il était avec le meurtrier à l'intérieur, mais il s'en est pas douté. Donc il est reparti sain et sauf, mais pas trop suspect pour lui. Mais bon, on commence un peu à s'interroger parce qu'on ne les voit pas au culte, parce que Cecilia est pas venue à l'école, elle n'avait pas de mot d'excuse, on va dire, pas de motif pour ne pas venir. Et du coup, elle a vraiment psychiatrie à vie pour les garçons de 7 et de 9 ans qui ont découvert les cadavres. En fait, c'était les enfants. On pense que c'était le maire du village, il n'avait pas vraiment un statut très particulier, on pense que ça doit être un petit peu le chef. Donc il a envoyé ses enfants pour vérifier s'ils étaient bien là, et donc là les enfants ont découvert dans la grange les corps sans vie d'Andreas, Cecilia et de Victoria. Et ils sont pas encore tout à fait rentrés dans la maison, mais sans aucun doute le reste des habitants étaient morts aussi. Dès le départ, l'enquête elle est quand même assez mal partie parce qu'on est en 1922, on n'a pas les techniques de police scientifique qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que 5 photos qui ont été prises de la scène de crime, c'est-à-dire que les gens se sont amusés à bouger les objets, bouger les corps, etc. Donc déjà à détruire toutes les empreintes ADN qu'on aurait pu trouver. On a également fait à manger dans la cuisine, etc. À l'endroit où le meurtrier s'est également fait à manger, mais pour eux il n'y avait pas de souci. Donc déjà cette affaire elle est un petit peu condamnée parce que il y a plein de traces partout. À savoir également qu'on a envoyé les crânes à Munich pour avoir un petit peu plus d'expertise sur le sujet, mais ils ont été détruits, on pense, pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait au début on pensait que tous ces meurtres c'était lié au vol. On s'est dit ça peut être une raison logique, surtout dans la région, mais en fait quand on a trouvé énormément de sommes d'argent dans le grenier intactes, on s'est dit que ça ne pouvait pas être la raison première. Du coup au début on a quand même interrogé tous les vagabonds de la ville, des alentours, des brigands, en se disant ça doit être quand même le motif du vol, même si étant donné que le meurtrier est resté 3 jours dans la maison, il n'y a que très peu de chances qu'il n'ait pas trouvé tout le magot. Donc après on a un petit peu... J'ai l'impression, c'est mon sentiment personnel, j'ai l'impression un peu qu'on a interrogé un peu au pif. On a établi une liste de suspects, mais on n'avait pas vraiment de pistes sur lesquelles se pencher. Et en fait, cette histoire, elle a duré très très longtemps, puisque les derniers interrogatoires ont eu lieu en 1986, et au total, il y a eu plus d'une centaine de suspects sur la liste, mais encore aujourd'hui, ça reste irrésolu. Mais, vous me connaissez, j'ai quand même une petite liste, j'ai réduit vraiment les 100 à 3 qui pour moi sont quand même assez intéressants et donc on va les étudier un petit peu brièvement. Donc le premier suspect il s'appelle Carl Gabriel, c'est nul autre que le mari de Victoria, donc l'une des victimes. En fait, normalement, il est mort en France pendant la Première Guerre mondiale, mais on n'a jamais retrouvé son corps et on se base simplement sur le témoignage de soldats à côté. Mais il est très probable également qu'il ait volé l'identité d'un autre pour se faire passer pour mort, on ne sait pas vraiment. Et en fait, il est murmuré que Joseph, le fils de 2 ans, n'est pas le fils de Karl, mais en fait est le produit d'une relation incestueuse entre Victoria et son propre père, Andreas. Et en fait, cette relation incestueuse, elle est connue du tribunal des alentours, elle est connue un petit peu de tout le monde du village, donc c'est probable. Et en fait, on murmure, c'est l'un des suspects, qu'il serait revenu pour un peu se venger sur le fait que Victoria couchait avec son père, et donc il aurait un petit peu trucidé toute la famille. Personnellement, le fait qu'il tue sa fille biologique, Cecilia, qui avait donc 7 ans, ça me
choque un petit peu, mais sûrement est-ce qu'il voulait qu'il n'y ait pas de témoins, et c'est sûrement aussi pour ça que Cecilia n'a été tuée que après les grands-parents et Victoria. Notre deuxième suspect, c'est Lawrence Schlittenbauer, qui lui avait également une relation avec Victoria, et en fait il est dit également que ce serait lui en fait le père biologique de Joseph, parce que sur son acte de naissance il y a les initiales LS, mais ça veut un peu tout et rien dire parce que ça peut très bien être les initiales du médecin traitant qui a accouché Victoria à ce moment-là, on ne sait pas vraiment. En tout cas c'est lui qui est un peu la figure de mère dans la communauté, on va dire. Là encore, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de titre officiel, c'est un petit peu étrange dans les recherches que j'ai faites. En tout cas, c'est ses fils qui ont trouvé d'abord les corps dans l'écurie, et lui, avec une équipe de recherche, est arrivé également en premier sur les lieux. Après, il a eu un peu un comportement bizarre parce qu'il avait une clé pour entrer dans la ferme, donc là où il vivait. Après, on se dit, s'il est vraiment l'amant de Victoria, ça peut être normal qu'il ait une clé. Mais en tout cas, chose étrange, c'est qu'il est rentré tout seul, alors que le meurtrier était peut-être encore sur les lieux. Et une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'il a bougé les corps. On ne sait pas vraiment si c'était pour camoufler des indices ou pas. La question vraiment est pourquoi est-ce qu'il les aurait tués. Peut-être qu'il ne voulait pas que sa relation avec Victoria se sache, même si bon, il y avait quand même pas mal de ragots sur ce sujet. Donc en fait, le mobile est assez étrange pour moi et on ne le trouve pas franchement dans les explications. Et notre troisième suspect, c'est Paul Muller. C'est un tueur américain, même si je lui donnerais plus l'appellation de tueur de masse parce qu'il a tué beaucoup en peu de temps. En fait, pareil, il a décimé une famille dans l'Iowa, dans la ferme, avec comme objet une pioche agricole qu'il avait trouvée sur place, et il n'y avait absolument pas eu de vol d'argent, de bijoux, etc., etc. Les auteurs, les historiens pensent que c'est un immigré allemand, mais on a absolument zéro preuve de qu'il soit bel et bien allemand, zéro preuve qu'il ait été en Allemagne à ce moment-là. On sait même pas où est-ce qu'il était en fait à ce moment-là. Certains disent qu'en fait il était bel et bien aux États-Unis parce qu'il y a eu d'autres meurtres un petit peu pareils qui ont eu lieu peu de temps après. Donc ça c'est bizarre. Pour moi c'est pas le suspect le plus intéressant. Honnêtement pour moi le suspect le plus probable ce serait Carl Gabriel. Mais bon, dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, quel est le suspect le plus intéressant, le plus croustillant? Mais de façon générale, comme je l'ai dit, il y avait plus d'une centaine de suspects, plus d'une centaine d'interrogés. De façon globale, en fait, cette histoire, ça a quand même semé pas mal de paranoïa parmi les gens du village, parce qu'on se disait si ça se trouve le meurtrier est encore parmi nous, si ça se trouve on va être les prochains, donc on avait un petit peu tendance à accuser tout le monde à tort et à travers. Donc bon, on n'a pas vraiment de preuves sur beaucoup d'entre eux. Il faut savoir qu'en 2017, les étudiants de l'académie de police ont essayé de résoudre l'affaire avec les moyens actuels et modernes qu'on a à disposition. Ils ont dit que globalement, étant donné que l'affaire, elle date quand même un petit peu, presque 100 ans maintenant, c'était impossible de la résoudre totalement après tant de temps. En tout cas, ils auraient trouvé un suspect qui serait plus que probable, mais pour garantir la vie privée et l'anonymat de la famille qui est encore là, ils n'ont pas voulu dévoiler le nom. Et comme d'habitude, petit point pop culture. Alors ce film, bien entendu, on s'y attend, ça a fait l'objet d'histoires d'horreur en tout genre, il y a énormément de bouquins dessus. Il y a un film qui s'appelle Café Murder qui est paru en 2009. En 2013, il y a également eu un projet d'en faire une comédie musicale. Je sais pas si c'est un peu touchy ou pas, mais en tout cas assez étrange. Je suis pas sûre que j'irai la voir. Et c'est également le nom d'une chanson d'un groupe de métal suédois qui s'appelle Volturion. Donc voilà, ça a un peu inspiré la culture germanophone. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aimez bien les meurtres non résolus. En fait, peut-être qu'on en fera souvent ou prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche, etc. À commenter. J'adore voir vos commentaires et vos réactions. À partager également cette vidéo sur les réseaux ou même cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. Puis je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!